très heureux de vous accueillir ce soir pour écouter Alain Destex. Je voudrais simplement revenir sur le Cercle Iéna, qui est la copuissance, Paul Vendôme, pardon, qui est la copuissance invitante de cette soirée, pour vous dire que nous avons déjà 3 ans d'existence, que nous avons reçu beaucoup de monde déjà, une quinzaine de conférenciers, que je vais citer pour ceux qui viennent pour la première fois, pour vous indiquer la pluralité des types de conférenciers que nous avons reçus. Alain de Benoît, Robert Ménard, Xavier Roffer, Michel Marmin, Éric Branca, Frédéric Rouvillois, Hervé Juvin, Olivier Delamarche, Héléna Pérou, Bernard Lugan, François Bousquet, Patrick Buisson, Pascal Gauchon, Natacha Polony et Jean-Michel Quatrepoint, Éric Zemmour, et le dernier conférencier a été Théo Franken. Donc c'est à peu près un invité tous les mois, et nous allons essayer de continuer à ce rythme. Alors vous avez peut-être été surpris de payer 5 € à l'entrée, mais malheureusement le Cercle Paul Vendôme c'est une petite économie donc qui fonctionne avec de petits moyens. Donc on a décrété que maintenant il fallait louer la salle, donc on a pris cette habitude de faire payer cette modique somme pour participation aux frais. Voilà, donc je passe la parole maintenant pour la présentation de notre conférencier. Merci. Merci, bonsoir à tous. Alors, je suis très heureux comme éditeur de vous présenter le dernier livre d'Alain Destex, Immigration et intégration avant qu'il ne soit trop tard, que vous pourrez, si vous le souhaitez, vous procurer à la sortie, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, dédicacé bien sûr. Un livre sur lequel Alain Destex a travaillé pendant de nombreuses années. Alors, éditer Alain Destex, ce n'est pas tout à fait anodin, ni un acte non réfléchi. Alain est en fait un éclaireur, quelqu'un qui est un peu un précurseur, qui lance et ouvre des débats. Alors souvent il est critiqué, parfois même vilipendé, au moment où il lance des sujets qui finissent finalement par s'imposer dans le débat et dans l'opinion. Et c'est en effet un parlementaire qui a souvent eu raison avant les autres, et ses livres sont là aujourd'hui pour en témoigner, pour la postérité. À ce titre, je vous rappellerai Wallonie ou la vérité des chiffres et démocratie ou particratie, où il dénonçait 6 ans avant les autres la malgouvernance et le clientélisme qui ont mis en 40 ans de socialisme la Wallonie dans l'état de retard par rapport à la Flandre qu'on connaît encore aujourd'hui, malheureusement. De même sur les ratés de l'école, sur la question du port du voile, sur la montée de l'islamisme ou le fonctionnement parfois opaque des syndicats, il a souvent posé les bonnes questions. Il a également contribué à mieux connaître l'histoire de notre pays avec les 50 dates clés de l'histoire de la Belgique ou encore le mouvement flamand expliqué aux francophones avec une préface remarquée de Bart de Wever. Enfin, pour Bruxelles, sa ville d'adoption, puisqu'il est liégeois de naissance, il apprenait avant les autres la simplification du millefeuille administratif bruxellois et la réduction, par exemple, du nombre d'élus ou la fusion des zones de police qui permettrait d'avoir une plus grande efficacité. Enfin, à l'international, il a partagé son expérience. Je vous rappelle qu'il a été 10 ans chez MSF. Il a terminé comme secrétaire général. Par exemple, sur le génocide rwandais, où il a joué un rôle central dans la commission d'enquête. Il a notamment mis en lumière la résistance héroïque de nos paras. Alors aujourd'hui, c'est un sujet tout aussi central dont il va nous parler, qui va conditionner l'avenir de notre civilisation européenne, doublement millénaire. L'auteur n'a pas ménagé sa peine à travers cette étude fouillée de 250 pages en 15 chapitres bien documentés. Et j'ai envie de conclure avant de passer vraiment au livre et d'essayer d'aborder un peu les différents chapitres avec Alain, qu'Alain Destex aurait pu rester au balcon, tout simplement, et se contenter de suivre l'opinion bien pensante sans trop se mouiller. Il a au contraire, je pense, fait preuve de courage, et il en faut pour aborder certains sujets tabous dans le débat médiatique où le politiquement correct est souvent la pensée dominante. Labor in produce omnia vincit. Un travail opiniâtre vient à bout de tout. Cet adage, je pense, résume à merveille son livre, et c'est pour cette raison que j'ai choisi de l'éditer. Alors, Alain, nous allons à présent parcourir votre livre. Je voulais vous demander en introduction, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques idées quelle est la thèse centrale de votre livre? Je pense qu'il y a un micro là. Ah voilà.
Voilà, bonsoir à tous. Merci aux organisateurs du Cercle Paul Vendôme de m'accueillir. Merci à Baudouin de m'avoir édité et pour cette introduction. Et merci à vous d'être présents malgré les intempéries. Vous êtes 200 inscrits et je trouve que c'est pas mal du tout pour une conférence payante en plus. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, la thèse du livre, elle est assez simple. Depuis l'an 2000, la Belgique a perdu le contrôle de l'immigration. Et cette immigration ne s'est pas accompagnée d'une intégration suffisante des personnes qui nous ont rejoints. Pourquoi est-ce qu'on a perdu le contrôle? Parce que autour des années 99-2000, on a fait trois réformes qui ont eu des conséquences démographiques à long terme et qui en ont toujours aujourd'hui. La première, c'est l'élargissement du regroupement familial. La seconde, ce sont les opérations de régularisation des clandestins. Ces opérations de régularisation ont entraîné un appel d'air, comme on dit. Elles ont donné de la Belgique l'image et la réputation d'un pays où il était facile de venir, facile d'être régularisé et où en plus on bénéficiait d'aide sociale abondante. La troisième réforme a été l'extension, la facilitation de l'acquisition de la nationalité belge. À peu près depuis l'an 2000, environ 600 000 personnes ont été naturalisées belges dans un pays qui, quand je suis né, on disait 9 millions d'habitants, 10 millions d'habitants en l'an 2000, donc un nombre considérable par rapport à la taille de la population. Et cette acquisition facilitée de la nationalité ne s'est pas accompagnée d'une volonté de s'intégrer à la nationalité belge. C'est-à-dire qu'on a, pendant quelques années, enfin jusqu'en 2011, jusqu'au moment de la réforme, voulue en 2011 par la NVA et l'EMR, la nationalité belge était la plus facile à acquérir au monde. Il fallait seulement 3 ans de résidence pour devenir belge et seulement 2 ans pour les réfugiés politiques reconnus. Alors, ce choc migratoire, qui a toujours des conséquences extrêmement importantes pour l'ensemble du pays, mais plus particulièrement pour Bruxelles, ne s'est pas accompagné d'un effort d'intégration suffisant d'une partie de ceux qui nous ont rejoints. Et donc nous sommes confrontés à des problèmes majeurs d'intégration, à la fois sur le plan économique, avec trop de personnes qui ne participent pas à la vie économique de notre pays et qui bénéficient et qui vivent des aides sociales, et un problème d'intégration culturelle, je suppose qu'on aura l'occasion d'y revenir, de personnes qui nous ont rejoints mais n'adhèrent pas aux valeurs de la Belgique, de la France ou en général aux valeurs européennes. C'est important de préciser, si on peut juste remettre le micro. Voilà. C'est qu'en fait, dans votre livre, vous attaquez aux politiques et non aux personnes. C'est une précision à faire au départ. Oui, effectivement. Vous savez, quand on touche à ce sujet de l'immigration, il y a toujours une série de gens pleins de bonnes intentions pour vous accuser des pires crimes. Alors, je voudrais être tout à fait clair, et je le suis dans l'introduction du livre, et je développe assez longuement ce thème, on en a encore parlé ce midi, cher Alain. Je ne m'attaque aucunement aux étrangers et aux immigrés. Okay ? Je comprends très bien, on ferait peut-être la même chose si on était en Afrique, peut-être nous-mêmes tenterions-nous de rejoindre l'Europe. Donc, je comprends parfaitement la démarche. J'explique dans le livre que je comprends même si je les condamne, la démarche d'islamistes radicaux, parce qu'avec nos chères libertés, nos droits de l'homme, il est parfois beaucoup plus facile pour un islamiste radical de mener son combat à partir de la Belgique qu'à partir du Maroc ou à partir d'un autre pays où il serait violemment réprimé par les services de police et les services de sécurité. Donc je ne m'attaque aucunement aux personnes immigrées ou d'origine étrangère. En revanche, je m'attaque aux politiques qui ont été menées depuis l'an 2000. Politiques qui, je le dis franchement, nous mènent à une catastrophe, puisque les effets, par définition, la démographie produit des effets à très long terme. Et évidemment,
parmi ces politiques, il y a des politiques belges que je critique durement dans mon livre. Autant le dire d'emblée, bien entendu, c'est une responsabilité partagée entre plusieurs, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui portent une responsabilité plus grande que les autres pour avoir vécu dans un déni total, pour avoir refusé de voir les problèmes qui montaient au fil des ans, notamment le problème de l'islamisme. Et dans le livre, je consacre des chapitres assez durs à Philippe Moureau, Joël Milquet et au Parti écolo. Alors justement, une des politiques que vous critiquez de manière assez virulente, c'est la politique de regroupement familial que vous qualifiez de voie royale pour entrer en Belgique. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous entendez par là? Oui, alors dans le livre, j'explique que trois quarts de l'immigration en Belgique échappent en grande partie au contrôle des autorités belges. Les autorités belges ont peu de possibilités de contrôler le regroupement familial, les demandeurs d'asile qui viennent chez nous et les clandestins. En partie donc à cause évidemment de la clandestinité, mais aussi de la contrainte des conventions internationales, la Convention de Genève et la Convention européenne des droits de l'homme, on pourra y revenir tout à l'heure. Donc autrement dit, trois quarts de l'immigration nous échappent en grande partie. Moi, j'ai toujours appris que la conception de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, c'est la volonté du peuple souverain. À quel moment, au cours des 10, 15, 20, 30 dernières années, a-t-on demandé au peuple belge, au peuple français et en général au peuple européen quel type d'immigration il voulait, quel type de population il voulait accueillir? On n'a jamais consulté la population. Et non seulement on ne l'a pas consulté, mais on n'en a pas débattu depuis 20 ans. Bien sûr, à l'occasion d'un événement comme la crise du parc Maximilien ou le problème des Soudanais ou le problème d'une personne qui a demandé un visa. Donc lorsqu'il y a un problème particulier qui se pose, il y a un débat politique. Mais la politique d'immigration n'a jamais été discuté depuis 20 ans. Et je suis parlementaire depuis 23 ans. Je n'ai jamais assisté ou participé, que ce soit au Sénat ou au Parlement bruxellois, à un débat sur la politique d'immigration. Donc là, il y a quand même un problème de faillite démocratique, si vous voulez. Alors, pour répondre sur le... J'espère que l'écho, parce que j'entends une espèce d'écho désagréable, mais j'espère que ça ne vous gêne pas trop. Voilà. Le regroupement familial, c'est effectivement la première porte d'entrée. En Belgique, le regroupement familial, c'est 50% de l'immigration. La moyenne européenne, c'est 30%. En l'an 2000, on a considérablement élargi la possibilité du regroupement familial. Et là, on pouvait faire venir ses enfants de mariage antérieur. Dans certains cas, on pouvait faire venir des enfants majeurs. On pouvait, au bout de 3 ans, divorcer, se remarier et reprendre un conjoint et faire venir encore les enfants issus d'un mariage antérieur de ce conjoint. On pouvait faire venir des ascendants, des parents. Je n'ai rien contre le fait de faire venir ses parents, mais à condition que celui qui les fait venir les entretienne, les prenne en charge. Or, dans beaucoup de cas, ces personnes qui venaient de pays, si on prend par exemple le Congo, le PIB, le revenu moyen par habitant au Congo, c'est $200 par an. $200 par an, vous avez bien entendu. Si une personne, le père ou la mère d'une personne qui venait en Belgique via le regroupement familial, n'avait pas de revenus en Belgique, il pouvait quasi automatiquement, sans avoir jamais cotisé 1 centime dans le système de sécurité sociale belge, bénéficier de ce qu'on appelle la GRAPA, le revenu garanti aux personnes âgées, et donc pour un isolé, un revenu de 1100 € par mois. Donc autrement dit, une personne pouvait passer d'un pays où le revenu par habitant est de 200 €, $200 par an, à un revenu de 1000 ou 1100, je ne sais plus le chiffre exact aujourd'hui, euros par mois
sans jamais avoir cotisé un centime dans le système de sécurité sociale belge. Donc ça, c'est le délire, si vous voulez, le délire des années 2000. Alors, je m'empresse de vous dire qu'en 2011, à l'initiative du MR et de la NVA, il y a eu une loi qui a corrigé ces dérives. Et aujourd'hui, l'exemple que je viens de vous raconter n'est plus possible. Mais, et c'est une des conclusions de mon livre, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut vraiment limiter le regroupement familial, interdire ce que Jean Gol, pour ceux d'entre vous qui ont un peu de culture politique belge, donc Jean Gol était un homme politique libéral des années 80 et 90, ça a été mon mentor en politique, c'est lui qui m'a amené à la politique. Il est malheureusement décédé trop jeune en 1995. Jean Gol, quand il était ministre de l'Intérieur, avait interdit ce qu'on appelle le regroupement en cascade, c'est-à-dire qu'on pouvait faire venir une seule fois les membres de sa famille, mais pas divorcer, faire venir d'autres enfants, etc. Et je pense que, puisque le regroupement familial représente 50% de l'immigration, si on veut reprendre le contrôle de l'immigration, il faut commencer par réduire le regroupement familial. Une dernière chose, les Américains, le regroupement familial, ils appellent ça « chain migration », hein, la migration en chaîne. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est un processus qui ne s'arrête jamais, évidemment. À partir d'une personne, vous pouvez avoir, à travers les mariages, les enfants, les remariages, vous pouvez avoir un effet véritablement exponentiel. Et donc, reprendre le contrôle de l'immigration, qui est la thèse de mon livre, c'est d'abord reprendre le contrôle du regroupement familial. Alors, une qui ne vous a pas aidé dans votre thèse, c'est Angela Merkel, avec la crise de l'asile en 2015, ça a réellement créé un appel d'air, un Eldorado aussi, et c'est peut-être pour ça que cette question est tellement criante aujourd'hui dans le débat public, aussi parmi la population, même si les médias ne s'en font pas toujours l'écho. Absolument. Donc le livre, il y a 17 chapitres, tous assez denses, et il y a toute une partie sur l'asile, et je suis extrêmement critique de Angela Merkel. Et je la considère, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, j'espère que vous lirez le livre et que vous pourrez vous faire une opinion, mais je la considère comme la responsable de la crise de 2015. Et cette thèse est relativement neuve, puisque vous savez qu'Angela Merkel est la chouchou des médias et de toute une série de personnalités politiques en France, en Belgique ou en Europe. Alors, quel est le problème? Le premier problème, c'est qu'elle n'a consulté personne. Elle a pris la décision d'ouvrir les portes de l'Europe toute seule. Elle n'a pas consulté le Parlement allemand. Elle n'a pas consulté ses partenaires européens. Alors voilà, donc c'est une dame chancelière allemande qui a décidé toute seule, au nom de 500 millions d'Européens, d'ouvrir les portes de l'Europe. Deuxièmement, il y avait effectivement une crise humanitaire très grave en Syrie. Et on vous l'a rappelé, j'ai travaillé 12 ans pour Médecins sans frontières. Moi, je suis pour aider les gens. Soyons clairs, si quelqu'un quitte son pays à cause d'une guerre, d'un génocide, d'un massacre, je ne suis pas pour le laisser crever au bord de la route. Je pense qu'il faut l'aider. Mais on n'est pas obligé de l'aider chez nous. On peut l'aider dans les pays voisins ou dans son pays. Et je voudrais, si mon éditeur m'y autorise, vous raconter 2 anecdotes, ou en tout cas une des 2, qui illustrent le problème. Donc, il se trouve que j'étais, l'année suivante, en 2016, j'étais en visite parlementaire en Iran. Et on visite, j'avais des collègues, hein, ils sont témoins, on visite une école d'enfants de réfugiés afghans qui sont en Iran depuis une vingtaine d'années et qui sont parfaitement intégrés à la société iranienne. Ils ont le droit de travailler, ils ont un travail, ils ont un salaire, ils ne vivent plus dans des camps de réfugiés, ils vivent insérés dans la population iranienne. Et on discute avec un chef d'entreprise afghan qui a une petite usine, 200 personnes, et il nous explique, cette crise des réfugiés, ça a été absolument terrible pour moi. J'ai les 2 tiers de mon personnel qui sont partis, qui ont tenté leur chance en Europe. Et tous les jours, il y avait 2 bus qui partaient d'Ispahan en Iran vers la Turquie pour tenter de rejoindre l'Europe. Ces gens n'étaient aucunement menacés. Ils étaient parfaitement intégrés, ils avaient un salaire. Mais quand Angela Merkel a ouvert les portes de l'Europe, ils se sont précipités
pour tenter leur chance. Et beaucoup ont tout vendu. Ils ont vendu leur maison, leur voiture et tout pour tenter de parvenir en Europe. Donc certains y sont parvenus, mais rappelez-vous, à un moment, il y a eu l'accord avec la Turquie, la frontière a été fermée, et tous ceux-là, à partir de ce moment-là, eh bien, ils avaient tout vendu et ils ont tout perdu, mais ils ne sont même pas arrivés en Europe. Donc la responsabilité de Merkel est encore plus grande que ce qu'on ne croit, si vous voulez. Elle a incité des gens qui n'étaient aucunement menacés, qui n'étaient aucunement en danger, à tenter leur chance en Europe. Deuxième anecdote, les Syriens. On nous a dit c'est la crise syrienne. D'abord, il faut savoir qu'à aucun moment, en 2015, 2016 ou 2017, il n'y a eu plus de 40% de Syriens qui sont arrivés chez nous. Et Theo Franken, lors de la dernière conférence, un certain nombre d'entre vous étaient là, nous a rappelé que c'était quasi exclusivement des hommes seuls qui arrivaient, et pas des femmes, des enfants et leurs familles. Alors, ces Syriens qui sont venus chez nous, je ne nie pas qu'il y en a peut-être quelques-uns qui étaient dans des villes, quelques-uns ou quelques dizaines ou quelques milliers, hein, je n'en sais rien, qui étaient vraiment menacés et qu'il fallait accueillir. Mais la plupart d'entre eux étaient déjà, depuis des années, réfugiés dans les pays voisins. Ils étaient en Jordanie, ils étaient au Liban, ils étaient en Turquie, ils étaient au Kurdistan irakien. C'est ceux-là, la grande majorité, qui sont venus chez nous. Ce ne sont pas ceux qui étaient sous les bombes en Syrie, à Alep ou ailleurs. C'est ceux qui étaient déjà dans les pays voisins. Or, dans les pays voisins, bien entendu, ils étaient en difficulté. C'est pas drôle de devoir quitter sa maison, de tout perdre et de vivre soit de ses économies, parce que beaucoup avaient des économies, et soit dans un camp de réfugiés sans rien. Mais il n'empêche que qu'est-ce qu'on nous a vendu? On nous a vendu, ils sont en danger de mort. Hein, ils sont en danger de génocide, on doit donc les accueillir. Mais non, ils n'étaient pas en danger de mort. Donc on devait les accueillir, les aider, mais dans les pays voisins. Alors, encore un mot là-dessus. La décision, donc je suis sur Madame Merkel, je suis intarissable. Hein, je ne l'aime pas du tout. Vous avez peut-être compris que ce n'est pas mon modèle politique. Hein, vous avez compris? Mais imaginez aussi les conséquences. Bon, je pense que la plupart d'entre nous sommes européens. On n'est pas nécessairement pour une Europe fédérale béate, mais on est européen, pour une Europe qu'on veut construire et renforcer. Mais regardez les conséquences de ce qu'a fait Mme Merkel sur l'Europe. Si on a eu les Anglais qui ont voté pour le Brexit, c'est en grande partie, tout le débat sur le Brexit a été dominé par la question migratoire. C'était l'enjeu numéro un du débat. Regardez toutes les difficultés, tous les débats que nous avons maintenant en Europe autour de la question de l'immigration. C'était déjà compliqué avant 2015, mais aujourd'hui, on est vraiment face à une Europe divisée, divisée d'un pays à l'autre, mais aussi divisée à l'intérieur des mêmes pays. Et je ne comprends pas, enfin plutôt aussi je comprends très bien, comment ou pourquoi certains continuent d'en faire une espèce de héros humaniste. Pour moi, son bilan est absolument catastrophique à tout point de vue. Alors, suite à cette crise de l'asile en 2015, il y a eu une série d'attentats qui ont été commis sur le sol européen. Quel est le lien que vous faites entre, justement, cette porte ouverte de l'asile et les attentats qui ont lieu sur le sol européen? Oui, alors ça, c'est un peu aussi inédit. C'est un peu tabou aussi. Hein. Je pense que c'est totalement tabou et je pense que vous n'aurez jamais entendu ce que je vais vous dire maintenant. Réfléchissez si vous l'avez déjà entendu. Les auteurs des attentats de Paris et de Bruxelles sont tous, sauf Abdeslam, arrivés via le flot de migrants. Ils sont tous arrivés via le flot de migrants. À l'époque, j'ai un florilège de citations dans mon livre de journalistes, parce que bon, parfois il faut reconnaître les choses. La première à avoir signalé ce danger, c'est Marine Le Pen. Tout le monde lui est tombé dessus. Après, il y a eu d'autres. Il y a eu le maire de Nice. Comment est-ce qu'il s'appelle, le maire de Nice? Estrosi, voilà. Estrosi, il y en a quelques autres qui ont dit oui, il y a un vrai risque qu'il y ait des terroristes parmi les migrants. Il a été touché par un attentat aussi. Hein. Toute la presse, oui, mais plus tard.
après, toute la presse s'est déchaînée en disant mais non, c'est pas possible, ils ont beaucoup d'autres moyens d'arriver en Europe que via le flot de migrants, et de toute façon, pourquoi est-ce qu'ils feraient un trajet aussi long et aussi pénible alors qu'ils peuvent venir autrement? Mais le fait est qu'ils sont venus à travers le flot de migrants. Et pourquoi? Ben, évidemment, parce que c'était beaucoup plus facile de déjouer les services de sécurité en venant à travers le flot de migrants. Et aussi, si vous regardez bien l'ensemble des attentats qu'il y a eu en Europe depuis longtemps, les deux seuls grands attentats sophistiqués impliquant une logistique, une coordination, beaucoup de personnes, ce sont les attentats de Bruxelles et de Paris. Les autres attentats impliquaient des beaucoup plus petits nombres, des beaucoup plus petites cellules. Pourquoi? Ben parce que les attentats de Paris et de Bruxelles ont été décidés, planifiés et organisés à Raqqa. Et après, les terroristes ont été envoyés à travers le flot de migrants. Et je pose la question, évidemment, je n'ai pas la réponse. Hein, avec si on met Paris dans une bouteille, vous connaissez cette expression un peu triviale, mais je pose vraiment la question, est-ce que ces attentats, ces grands attentats de Paris et de Bruxelles, auraient eu lieu sans le flot de migrants? Alors justement, cette montée de l'islamisme, elle n'est pas neuve. Vous l'avez dénoncée dès 2009 avec Claude Demelaine, qui est pourtant un homme de gauche, dans un livre qui a eu un certain retentissement. Et ce communautarisme, justement, qui gangrène certains quartiers de Bruxelles, parlez-nous-en un tout petit peu, parce que c'est quelque chose que vous avez pu observer de près. Oui. Alors, dans mon livre, donc, je consacre 55 pages à l'islam et au problème de ce que j'appelle l'intégration de l'islam dans la société européenne. Je crois qu'il ne faut pas, excusez-moi, on dit tout ça, mais il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai qu'en l'occurrence, l'expression est toujours un peu à double tranchant. Ne nous voilons pas la face. Donc, pour moi, il y a deux problèmes d'intégration. Il y a le problème d'intégration économique, mais il y a le problème de l'intégration culturelle. Le problème de l'intégration culturelle, c'est essentiellement un problème d'intégration de l'islam et des musulmans dans la société occidentale. Vous savez, un chrétien congolais, il va peut-être avoir des difficultés économiques, il y a peut-être des jeunes qui seront tentés par des bandes urbaines ou d'autres, mais globalement, ça ne va pas si mal fonctionner que ça. Et évidemment, il y a des milliers, des millions d'exemples de personnes qui sont parfaitement intégrées dans la civilisation et la culture européenne. Mais il faut, je ne suis pas pour faire semblant qu'il n'y a pas de problème, il faut regarder la réalité en face. L'islam nous pose un défi majeur et un défi considérable. Et je vais être un peu long parce que je ne peux pas simplifier un sujet aussi grave. Vous savez, l'avantage d'être vieux, c'est qu'on a, enfin de vieillir, je ne suis pas vieux, je n'ai pas dit que j'étais vieux. L'avantage de vieillir, c'est qu'on a un peu de recul et on a un peu d'expérience. Et moi, je me souviens, dans les années 80, je voyageais dans des pays musulmans, en Turquie. J'ai fait mon stage de pédiatrie pendant 2 mois en Algérie, dans la banlieue d'Alger. J'ai pas mal voyagé. Les femmes n'étaient pas voilées. Hein. Les leaders politiques, c'était Boumedienne, Nasser, les héritiers d'Atatürk. Évidemment, leur population était largement ou entièrement musulmane, mais ils tenaient un discours modernisateur. Et quand on voyage aujourd'hui dans les mêmes pays, on voit que le fondamentalisme religieux, loin de régresser, n'a fait que se développer et que de plus en plus de femmes sont voilées. Alors, l'islam est une grande religion, évidemment, une grande civilisation, ça c'est une vérité, un fait, mais elle n'évolue pas aujourd'hui dans le sens d'une pacification, dans le sens d'une séparation du religieux et de la société. Elle évolue au contraire globalement un peu partout à travers le monde vers plus de radicalisme et de fondamentalisme. Et c'est un phénomène mondial qu'on constate au Moyen-Orient, mais aussi dans les anciennes républiques de l'URSS, dans pas mal de pays d'Afrique, aux Philippines, en Indonésie, en Malaisie, un peu partout. Et malheureusement, ces problèmes sont importés chez nous. Alors, je crois que, bien entendu, il est parfaitement possible, je veux être clair, d'être musulman et intégré à notre société. Il y a des milliers et des millions d'exemples. Mais ça veut dire qu'il faut renoncer à une partie
de son héritage culturel. Et les points de crispation, quels sont-ils? D'abord, l'égalité homme-femme. Hein, même dans le pays musulman considéré le plus avancé, la Tunisie, les femmes ont toujours 1/3 de l'héritage et les hommes 2/3 de l'héritage. Et il n'y a aucun pays qui a réussi à changer ça. Il y a dans le Coran une interdiction de changer de religion. On ne peut pas changer de religion. Si un musulman se marie avec un chrétien, c'est le chrétien qui doit devenir musulman. Ils ne peuvent pas devenir chrétiens ou renoncer à leur religion. Mais évidemment, dans notre société, on a le droit de changer de religion. De même qu'on a le droit de blasphémer, on a le droit de caricaturer, on a le droit de critiquer les religions. Et donc, c'est un peu le problème chez nous, si vous voulez. Donc, les musulmans représentent aujourd'hui entre 7 et 8% de la population belge. Et les projections démographiques à 2050 disent que les musulmans seront entre 11 et 18% de la population belge, selon les projections démographiques. Ce ne sont pas les miennes, ce sont celles d'un institut américain, le Pew Forum Center, qui fait des projections démographiques. Déjà aujourd'hui, nous avons des problèmes considérables de communautarisme et d'intégration. Je n'ai pas besoin de vous décrire ce qui se passe régulièrement à Molenbeek. Donc je pense qu'il faut absolument que nous ayons ce débat au sein de la Belgique, et d'ailleurs aussi en France et en Europe, et qu'on dise clairement aux populations musulmanes, très bien, si vous voulez vous intégrer chez nous, vous devez accepter nos valeurs. Et nos valeurs, c'est entre autres l'égalité homme-femme, le droit de critiquer les religions, le droit de blasphémer et le droit de changer de religion. Autrement dit, pour participer pleinement à la société européenne, à la société belge, il faut, je crois, accepter de renoncer à une partie de son héritage et de sa civilisation. Mais évidemment, j'ai essayé de résumer ici un propos en quelques mots, mais j'y consacre donc 55 pages dans le livre. Alors peut-être que vous pourriez nous donner quelques exemples concrètement, comment ça se passe sur le terrain à Bruxelles. Oui, je me rappelle dans les écoles notamment, oui. Emmanuel Pratt avait, il y a quelques années, dans un article dans le Soir Magazine, dénoncé ce qui se passait dans certaines cantines scolaires où, quelque part, le menu classique était devenu adapté en fonction de la population. Et donc, on n'avait plus, si vous voulez, cette neutralité qui est normalement de bonne loi dans les écoles publiques. Voilà, effectivement, je comptais saluer Emmanuel et mon collègue tout à l'heure au moment des questions. Je le ferai tout à l'heure, mais Emmanuel Pratt est présent parmi nous. Merci d'être présente. Mais effectivement, je me souviens très bien de cet article. Mais, donc, les problèmes qui se posent sont des problèmes extrêmement concrets. Je vous donne quelques exemples. Donc aujourd'hui, il y a des écoles à Bruxelles où il n'y a plus d'enfants belges d'origine belge, où il y a 90 ou des écoles où il y a 90 ou 100% d'élèves musulmans. J'ai posé récemment une question parlementaire. Donc vous savez qu'en Belgique, il y a deux grands réseaux, le réseau catholique et le réseau public. Donc aujourd'hui, dans le réseau public qui regroupe les écoles communales et de la communauté française, 48% des enfants choisissent le cours de religion musulmane. 48% des enfants choisissent le cours de religion musulmane. Donc ça montre bien l'enjeu pour les prochaines décennies, si vous voulez, si nous arrivions à avoir des conflits de valeurs entre ces enfants et les autres. Mais donc dans les écoles de Bruxelles se passent des choses extrêmement graves, de mon point de vue, dont on ne parle pas. Et donc une partie des enfants musulmans, à l'instigation de leurs parents, refusent de suivre le cursus scolaire. Ça se traduit par quoi? Eh bien, des jeunes filles qui ont des certificats médicaux à l'année et qui ne vont jamais au cours de gym ou jamais à la piscine. L'éducation physique fait partie du cursus scolaire. Ça se traduit par le fait qu'en terminale ou en dernière année, en rhétorique, il y a au programme d'histoire l'enseignement de la Shoah, du génocide des Juifs. Dans toute une série d'écoles de Bruxelles, les professeurs préfèrent ne plus enseigner cette partie du programme parce que ça cause trop de difficultés. Ça se traduit par le fait que lorsque le professeur enseigne la biologie et explique les théories darwiniennes de l'évolution, des élèves disent « Monsieur le professeur, tout ça, c'est pas vrai, c'est Dieu qui a créé l'homme et tout ce que vous racontez, c'est de la foutaise. » Ça se traduit
par des difficultés d'enseigner certains auteurs, Voltaire notamment, ou dans les cours d'histoire ou d'histoire de l'art, le nu, qui fait pourtant partie de notre tradition depuis la Grèce en passant par les Romains, ben, le nu est considéré comme choquant et certains élèves n'acceptent plus le nu. Et donc, ce qu'il y a de... Enfin, pour moi, c'est extrêmement grave pour deux raisons. D'abord parce que c'est inacceptable, mais aussi parce que les trois ministres CDH successifs ont toujours refusé de voir le problème. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce que je vous dis maintenant, mais il n'y a pas de débat là-dessus. Or, ce serait quand même assez facile d'essayer de quantifier statistiquement ce phénomène. Il suffirait de demander, tiens, dans telle école avec telle population, combien de jeunes filles n'assistent pas au cours de gym. Donc il faudrait déjà prendre conscience du problème. Ou bien de demander aux professeurs d'histoire, mais combien d'entre vous enseignent encore la Shoah en terminale. Donc pour moi, ce sont des problèmes extrêmement graves parce que ça veut dire qu'on va vers deux sociétés, si vous voulez. On va vers une société, la nôtre, celle des valeurs historiques de la Belgique, et puis on va vers une autre société communautariste qui vit repliée sur elle-même et qui ne partage plus nos valeurs communes. Or, si on veut continuer à faire société en Belgique et particulièrement à Bruxelles, il faut qu'on adhère aux valeurs communes de la société occidentale. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce qui se passe dans les écoles est effectivement extrêmement grave parce qu'on parle beaucoup de stigmatisation, etc. Mais lorsque un enfant d'origine belge se trouve minoritaire, c'est lui-même qui est souvent stigmatisé. Effectivement, l'article d'Emmanuel Pratt, mais il y a beaucoup d'autres exemples, était extrêmement révélateur à cet égard. Et alors, la dernière chose qui m'a vraiment peiné et choqué, on a appris à l'occasion du dernier Ramadan que des élèves de 9 ans faisaient le Ramadan à Bruxelles. 9 ans. Un certain nombre d'entre vous ont eu des enfants. Moi, j'ai aussi des enfants. Et donc, ça devrait provoquer un scandale. Ça devrait choquer. Mais non, la presse a préféré minimiser le problème, passer ça un peu sous silence. Mais je vous laisse imaginer une seconde si, au lieu d'être de musulmans, c'était une secte évangéliste américaine qui avait obligé des enfants à jeûner toute la journée à l'âge de 9 ans. Je voulais juste imaginer ce que ça pourrait donner à la une du soir, par exemple, ou à la une de la RTBF. Mais non, une fois de plus, parce que c'est l'islam, on n'ose pas en parler, on ne veut pas en parler. Et moi, justement, dans ce livre, j'ai essayé de montrer qu'il y a des problèmes et le monde politique doit s'intéresser à ces problèmes et essayer de trouver des solutions. Alors, vous faites une proposition assez cash et radicale sur ce thème-là, par rapport notamment au financement des écoles musulmanes. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous l'expliquer ? Oui, donc je répète, mes propositions ne sont pas à l'emporte-pièce. Je consacre 55 pages et comme Baudouin l'a dit, j'avais déjà écrit un premier livre sur l'islamisme il y a 7 ou 8 ans. Donc ce que je vais dire maintenant, c'est le fruit, le résultat d'une réflexion. Et je dis aussi dans le livre que je n'ai pas la solution miracle. Je répète, l'islam est une grande religion, une grande civilisation. Ce n'est pas moi, Alain Destex, ou même le monde politique belge qui va pouvoir prétendre régler le problème. C'est un défi considérable dans tous nos pays et en général pour l'Europe. Mais ce n'est pas en n'en parlant pas qu'on va arriver à le résoudre. Quand j'habitais à Oderghem, je passais régulièrement avenue d'Oderghem devant une école musulmane, El Ghezali, pour ne pas la citer. Et très régulièrement, je voyais des petites filles, alors évidemment, je ne sais pas quel âge elles avaient, mais elles avaient entre 7 et 10 ans, elles étaient vraiment à l'école primaire, et je les voyais passer voilées dans la rue, à Bruxelles, des petites filles de 7 à 10 ans. Alors, ces écoles respectent le programme scolaire, sont agréées par la communauté française, mais je pense quand même que le risque de créer des citoyens qui seront séparés du reste de la société est beaucoup trop grand. Et je propose donc dans le livre, d'une part, d'interdire le financement de l'islam à partir de l'étranger, comme l'Autriche vient de le faire après un débat au Parlement, et je propose également d'interdire le financement des écoles musulmanes. Alors j'explique en détail comment on peut faire ça dans le livre. Pour faire ça, il faut revoir
un des piliers de la société belge qui est le pacte scolaire. Donc ce n'est pas facile, je veux dire, c'est un débat compliqué qui prendra un certain temps. Mais je crois qu'aujourd'hui, le risque est beaucoup trop grand de créer des enfants fondamentalistes. Parce que dans le livre, j'explique que le problème, à mon avis, n'est pas tellement le terrorisme. Parce que le terrorisme, bon, c'est un problème sécuritaire et évidemment, on n'empêchera jamais totalement les attentats, mais je pense que les services de renseignement, la police et la justice ont les moyens d'agir contre le terrorisme. Entre parenthèses, il y a eu 369 personnes condamnées pour terrorisme en Belgique au cours des 4 dernières années. 369. Ça vous donne une idée quand même de l'ampleur du problème chez nous. Et ce n'est pas pour rien, à mon avis, c'est parce que la dérive a été plus grande en Belgique que dans les autres pays. Ce n'est pas pour rien que nous sommes plus touchés par le terrorisme et le phénomène fondamentaliste. Rappelez-vous, nous sommes le pays d'Europe qui a envoyé le plus de djihadistes en Syrie et en Irak rapportés à la population. Le plus de djihadistes, c'est en Belgique, malheureusement, que ça s'est passé. Mais donc, le problème n'est pas tellement le terrorisme. Le risque fondamental, c'est le fondamentalisme. Et le fondamentalisme n'est pas nécessairement, et en général, il n'est pas violent. Ceux qui veulent vivre repliés sur eux-mêmes, garder leurs femmes à la maison, vivre selon les principes du Coran au 7e siècle après Jésus-Christ, ne sont pas des gens, la plupart, violents, mais ils vivent en dehors de notre société. Ils vivent repliés sur eux-mêmes dans un modèle communautariste. Et ça, c'est encore plus dangereux que le terrorisme, parce que, comme je le répète, on va vers plusieurs sociétés à Bruxelles et en Belgique qui ne se parlent plus, qui ne communiquent plus entre elles et finalement ne partagent plus grand-chose. Alors, un des chapitres fondamentaux de votre livre, c'est aussi la question de l'intégration. Est-ce qu'elle a, selon vous, été un succès ou pas? Vous allez nous l'expliquer tout de suite. Mais je voudrais, avant, je dirais, d'aborder ce chapitre-là, vous citer 2 citations de 2 personnes qui ont compté à Bruxelles. Elles sont toutes les 2 socialistes. Vous m'en excuserez. Écoutez bien. Charles Piquet, donc, qui a été quand même 3 fois ministre-président et qui est toujours bourgmestre de Saint-Gilles. Il disait en 1987 « Comment ne pas s'indigner des menaces d'une immigration incontrôlée et de l'intolérance de certains milieux musulmans ?» Il a fait 87. 87. 6 ans plus tard, Philippe Moureau, qui a également eu un rôle assez important à Bruxelles, c'est le moins qu'on puisse dire, et disait simplement « Nous sommes totalement incapables d'intégrer une nouvelle vague d'immigration ». Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas vraiment suivi ce qu'il disait. Oui, alors, quel est votre sentiment par rapport à cette intégration? Depuis cette phrase, il y a 1 million de personnes supplémentaires immigrées qui sont arrivées en Belgique, donc 10% de la population. Parce qu'entre 2000 et 2016, la Belgique a gagné 1 million d'habitants et presque tous ces habitants, enfin presque toute cette augmentation résulte de l'immigration. Et de ces apprentis sorciers qui ont été, selon vous, Moureau, Milquet et Écolo. Oui, Moureau, Milquet et Écolo. Donc, pour moi, ça a été une stratégie totalement machiavélique du Parti socialiste. Bruxelles était une ville libérale, plus riche que les 2 autres régions du pays. Le revenu par habitant à Bruxelles était largement supérieur à celui de la Wallonie, mais aussi celui de la Flandre. Forcément, les gens, la classe moyenne ne vote pas trop socialiste. Et je crois qu'il y a une volonté délibérée d'assister à d'encourager une immigration de masse pour changer la démographie bruxelloise. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, la démographie a totalement changé. Le Parti socialiste est le premier parti à Bruxelles. Et ce chiffre ne cesse de m'interpeller. 1/3 des Belges de Bruxelles sont des nouveaux Belges. 1/3. Je crois que c'est un record mondial. Il n'y a aucune autre ville au monde où 1/3 des citoyens belges ont été naturalisés ou acquis la nationalité au cours des 20 dernières années. Donc, bon, je parle de Molenbeek et j'explique le système Moureau en détail dans le livre. Mais sur l'intégration, donc pour moi, qu'est-ce que ça veut dire être intégré? C'est 2 choses.
c'est l'intégration économique, c'est-à-dire que la personne donc, doit pouvoir être autonome sur le plan économique et financier, donc se soutenir elle-même et soutenir sa famille, et donc ne pas dépendre de l'État ou des aides sociales. Et elle doit aussi être intégrée culturellement, c'est-à-dire qu'elle doit adhérer aux valeurs, à l'histoire et aux traditions de la Belgique. Ça n'implique pas de renoncer à sa culture d'origine. Hein. Aujourd'hui, franchement, il y a plus grand monde. En France, il y a encore Éric Zemmour et quelques d'autres, mais en Belgique, il y a plus grand monde qui défend le modèle de l'assimilation. Aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre nous défendons un modèle d'intégration. Mais il faut voir qu'au niveau des académiques, des ONG, des journalistes, ils n'en sont même plus à l'intégration. Ils en sont à ce qu'ils appellent l'inclusion. C'est-à-dire, ce n'est plus à l'immigré de faire la démarche vers la société d'accueil, ce n'est plus à l'immigré de s'intégrer dans la société d'accueil, c'est à la société d'accueil de faire au moins un aussi grand pas que l'immigré vers l'autre. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. Moi, je suis vraiment pour la conception classique de l'immigration. Donc vous êtes le bienvenu. Attention, pas d'erreur. Je pense que ceux qui disent qu'on ne peut plus accepter l'immigration, c'est totalement démagogique. Hein. L'immigration ne va pas s'arrêter. Même si un parti politique, quel qu'il soit, vous dit que l'immigration va s'arrêter, c'est faux. De même que quand on vous dit que les clandestins ou les déboutés du droit d'asile vont repartir, c'est faux également. Hein, il n'y a que 16% au maximum qui repartent. On a beau essayer les programmes volontaires, les incitants financiers, les rapatriements de force, les centres fermés, il n'y a jamais plus de 16% qui repartent. Donc nous dire l'immigration va s'arrêter ou on va tous les renvoyer chez eux, ça, c'est le discours d'extrême droite. Moi, je n'y crois absolument pas. Pourquoi? Vous voyez bien, chaque fois qu'on veut mettre une famille dans un avion, ça entraîne des drames. Donc dire qu'ils vont tous retourner chez eux, tous les déboutés du droit d'asile ou les clandestins, ça n'arrivera juste pas, si vous voulez. Donc, moi, j'essaie de proposer des choses réalistes qui peuvent se produire. Donc si on est intégré économiquement et culturellement, et welcome. Et comme je dis souvent, moi, toute ma vie, j'ai été en contact avec des étrangers, que ce soit Médecins sans frontières, encore aujourd'hui en politique. On me le reproche parfois, mais je suis un des parlementaires qui voyage le plus, parce que chaque fois que je voyage, j'apprends quelque chose sur le monde et sur d'autres cultures. Je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert sur le monde. Mais si vous voulez venir chez nous, vivre chez nous, il faut vous intégrer. Alors, comme vous êtes un optimiste et quelqu'un qui croit en l'avenir de l'homme et de la société, vous avez été chercher les solutions pas trop loin de la Belgique. Et vous avez pris l'exemple des Pays-Bas. Voilà. Il y a moyen de changer, selon vous, encore en tout cas la direction que prend la politique d'intégration et d'immigration. Je pense qu'après, on pourra peut-être passer aux questions pour ne pas être trop long. Mais effectivement, donc, en gros, qu'est-ce que je propose? C'est de passer d'une immigration subie à une immigration choisie. Donc nous avons le droit, en tant que peuple, en tant que population, de choisir qui nous voulons accueillir. Donc de passer d'un modèle d'immigration subie, c'est 75% que nous ne choisissons pas, à un modèle d'immigration choisie. Alors évidemment, j'aurais pu prendre le modèle australien, le modèle canadien, le modèle américain, mais j'ai plutôt regardé, si vous voulez, ce qui se passait autour de chez nous, et j'ai trouvé qu'il y avait des pays, je n'en ai pas beaucoup parlé dans le livre, mais le Danemark ou le Pays-Bas, les Pays-Bas qui ont été beaucoup plus loin que nous. À ce stade, donc, et je terminerai par là, si Baudouin est d'accord, donc j'explique dans le livre que depuis les années 2000, il y a eu une dérive à la fois sur le plan de l'immigration et la non-intégration. En 2011 et 2012, la plupart des gens censés au Parlement se rendaient compte qu'on avait été beaucoup trop loin. Donc on a, en 2011 et 2012, à l'initiative du MR et de la NVA, on a fait une série de réformes et on a déjà changé la loi sur le regroupement familial et la loi sur la nationalité. Le problème, et je l'explique dans le livre, c'est que ces réformes ont été intéressantes, indispensables, mais elles ont produit leurs effets pendant un certain temps parce qu'il y a des phénomènes d'adaptation. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et puisqu'il y a des élections, ça va être l'occasion d'aller plus loin et de proposer d'aller plus loin. Et on doit en particulier donc restreindre considérablement le regroupement familial et aussi durcir l'accès à la nationalité belge. Parce que la nationalité, si vous voulez, c'est quelque chose de très important. Quand vous devenez français, belge, vous
du jour au lendemain, vous obtenez tout ce que vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres ont construit. Hein. Nous-mêmes, quand nous naissons, nous héritons de ce que nos aïeux ont construit. Et quand on devient belge, ben, on hérite de 200 ans de développement économique en Belgique. Des hôpitaux de qualité, des soins de santé de qualité, une éducation de qualité gratuite, des universités performantes, des services publics. Bon, ils ne fonctionnent pas très bien, mais ils fonctionnent quand même beaucoup mieux qu'au Congo, par exemple. Oui, effectivement. Voilà. D'une justice et d'une police qui fonctionnent. Donc, quand vous devenez belge, c'est comme si vous obteniez une action de cette société. Donc, ça vaut vraiment quelque chose. C'est un honneur, c'est un privilège de devenir belge. Et donc, on ne peut pas brader ce privilège comme on l'a fait entre 2000 et 2011. Alors, Alain, puisque vous êtes l'une des plus grandes vedettes du cercle Paul Vendôme, puisque vous faites jeu égal avec Éric Zemmour et Natacha Polony en termes d'audience, beaucoup mieux que Natacha Polony. Non, mais je n'osais pas le dire parce qu'il ne faut pas, en plus, ne pas être féministe. Hein,